Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à La Roche-sur-Yon pour un voyage chocolaté, une véritable plongée dans l'histoire du cacao. Vous allez le voir, le chocolat n'aura plus de secret pour vous. De la fève à la tablette, nous voilà au musée du chocolat. Ça sent déjà le chocolat. Patrick Gerenzer, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci de nous accueillir ici au musée du chocolat. Avec plaisir. Alors vous êtes maître chocolatier, le patron des boutiques qui portent votre nom et fondateur de ce musée depuis 2014. 2014, c'est ça, oui. Alors la vocation de ce musée, c'était quoi? De transmettre votre savoir-faire et de mieux faire découvrir ce chocolat qu'on adore consommer, mais dont on ne connaît pas si bien l'histoire, hein, je crois. Exactement, vous avez en gros résumé les quelques raisons. C'était vraiment de faire découvrir un peu notre métier et de partager notre passion du chocolat. Donc, au travers du musée, au travers des pièces scénographiées. Et donc, beaucoup de gens consomment du chocolat, mais ne savent pas forcément comment il est fait, où il pousse, tous les petits secrets de fabrication. Donc, voilà, au travers le musée, on peut également voir une partie de production. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille rencontrer votre collaboratrice, Florence, oui. Sur la partie historique du chocolat. C'est comme ça que se déroule le démarrage de la visite dans votre musée. Et on se retrouve donc un peu plus tard. Ok. Et lorsqu'il arrive, il est accueilli par les populations qui vivaient, c'est-à-dire par les Mayas et les Aztèques. Bonjour Florence. Bonjour Grégoire. Alors vous êtes guide au musée du chocolat. Depuis quand consomme-t-on du chocolat, ce chocolat qu'on adore? Alors, le chocolat est consommé depuis bien des années. Alors d'ailleurs, ça ne s'appelait pas chocolat au départ, hein, c'était le cacao uniquement. Et ça remonte déjà il y a 4000 ans en Amérique latine qu'on découvre le cacao. Alors après, le cacao va être amené en Europe, dans d'autres pays. D'ailleurs, c'est Christophe Colomb qui va lui-même découvrir les fèves de cacao en tant que premier Européen lorsqu'il arrive en Amérique. Mais il va les prendre pour des crottes de chèvre et ne va pas du tout s'y intéresser. Donc il va être amené quelques années plus tard par Cortés dans les années 1600. Alors justement ici, on se retrouve un petit peu à notre petit salon de Versailles, voir comment les rois, les reines consommaient le cacao à l'époque, parce que c'était vraiment réservé à cette noblesse, à cette richesse, à cette élite. Tout le monde tout le monde ne prenait consommait pas de chocolat, qui était d'ailleurs consommé en le buvant. Hein. Exactement, uniquement sous la forme de la boisson. La tablette, on n'y est pas du tout encore. Et justement, pour une petite anecdote, dans les années 1600, les rois, les reines qui consommaient ce chocolat allaient utiliser cette petite tasse qu'on appelle la tasse à moustache et qui permettait donc de retenir la mousse du chocolat pour qu'elle ne se dépose pas sur le visage. Mais en plus, à l'époque, le compte, c'est que plus il y avait de mousse, meilleur c'était. Mais il ne fallait pas avoir la mousse qui se déposait sur le visage. Voilà un petit peu pour cette tasse. Alors, on va pouvoir avancer maintenant, voir comment notre tablette est enfin apparue, hein, parce que comme on le disait, Grégoire, c'était uniquement sous la forme de la boisson. Alors après, des techniques vont apparaître avec le système du pressage du cacao, où on va extraire ce beurre, donc cette graisse du chocolat qu'on appelle le beurre de cacao, où on va créer les premières poudres et ensuite la tablette va finalement apparaître dans les années 1845-46. Voilà, relativement tard par rapport à la boisson, où on va justement créer le premier moulage de chocolat, la tablette. Et la tablette, elle devient populaire, tout le monde commence à goûter ce chocolat? Il faudra attendre quelques années quand même parce que le prix était relativement onéreux, hein, relativement élevé. Mais c'est vrai que de plus en plus de personnes vont pouvoir y goûter avec l'apparition du chocolat au lait hein, dans les années 1870-1880, les premières grandes marques qui vont apparaître. Et puis aussi le chocolat blanc qui sera créé seulement début 1900, en 1930. Alors Grégoire, hein, je vous rappelle que pour faire le chocolat, on part bien sûr de nos cabosses qui vont venir de différents pays dans le monde. Cette cabosse, on va récupérer nos graines, nos fèves de cacao, voilà les fèves. Et ces fèves de cacao, on va ensuite les fermenter, les sécher, les torréfier, les concasser pour obtenir notre pâte de cacao. Et pour notre chocolat blanc, dont vous me posiez la question tout à l'heure. Le chocolat blanc, oui. Justement, donc notre cacao est composé de deux matières, le beurre de cacao
une matière grasse et une matière sèche, le tourteau. Et pour faire notre chocolat blanc, nous allons donc extraire notre beurre de cacao par un système de pressage et nous allons faire notre chocolat blanc avec le beurre de cacao, du sucre et du lait en poudre. Un vrai savoir-faire très intéressant. Merci beaucoup, Merci, Grégoire. Florence, pour ça. Alors, dans un instant, on va aller retrouver Patrick qui va nous montrer comment on fabrique la napoline, cette spécialité gastronomique de La Roche-sur-Yon depuis décembre 2016. Mais en attendant, je vous propose de quitter La Roche-sur-Yon pour aller à la Garnache. On part sur un tout autre domaine. On va rencontrer Thierry Bertrand. C'est quelqu'un qui fabrique des instruments à vent. Il s'est passionné pour la veuse et pour le hautbois. Je vous propose de découvrir ce reportage signé Cyril Guillet. C'est la famille des hautbois de la Renaissance. C'est des instruments qui apparaissent à la fin du XVe. En fait, c'est la clé qui est inventée au milieu XVe. Et c'est des instruments qui disparaissent à la fin du XVIIe. Mis en avant par François Ier, le hautbois médiéval a connu ses heures de gloire entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est des instruments qui servent pour toutes les manifestations où il y a un caractère officiel. C'est un peu l'équivalent de la garde républicaine aujourd'hui, quelque part. Chaque roi, chaque prince a sa bande de hautbois. Thierry Bertrand s'est lancé dans la reconstitution d'instruments anciens au début des années 80. Pour faire connaître ces hautbois totalement tombés dans l'oubli, il s'est documenté en courant les musées et en épluchant les ouvrages de la Bibliothèque nationale. À partir de la fin du XVIe, début XVIIe, on commence à écrire des ouvrages qui sont un peu encyclopédiques et du coup qui parlent de sujets assez pointus. C'est comme ça, à force de recherche, qu'il a réussi à donner un second souffle à ces hautbois Renaissance. Une démarche qu'il avait appliquée quelques années plus tôt avec la veuse. Donc les veuses, c'est des cornemuses en fait. La cornemuse, c'est une grande famille d'instruments. Il en existe près de 70 modèles partout en Europe, dans les pays de l'Est, autour de la Méditerranée. Et donc chaque région, chaque époque a eu sa cornemuse ou ses cornemuses. Donc la veuse est une des cornemuses qui est sûrement une des plus anciennes. Utilisée lors des fêtes publiques et des mariages dans le nord-ouest de la Vendée, la veuse disparaît du paysage musical juste avant la Première Guerre mondiale. Dans les années 70, avec les membres de l'association des sonneurs de Veuse, ils décident de se lancer dans la fabrication de cet instrument. Et comme les instruments avaient disparu, qu'il fallait en reconstruire d'autres, et que mes collègues dans cette association étaient plutôt des enseignants ou des gens plutôt littéraires que manuels, en fait, très rapidement, c'est vrai que c'est moi qui me suis retrouvé à faire des copies, par exemple. Et l'histoire m'a plu, parce que ça rassemblait la musique, un métier qui me passionnait, le tournage sur bois, et aussi la recherche historique. Depuis, son carnet de commandes ne désemplit pas et ses instruments sont envoyés un peu partout dans le monde. Certains ont même accompagné Nolwenn Leroy sur les plus grandes scènes de l'Hexagone. Nous voici de retour au musée du chocolat de La Roche-sur-Yon avec Patrick Gellenser, son fondateur. Alors Patrick, là nous sommes dans la chocolaterie et plus particulièrement dans la salle de fabrication de cette chocolaterie qui est intégrée dans le musée. Et là, vous êtes en train de nous préparer une nouvelle spécialité de la maison. Donc là, je vais vous faire justement la napoline. Qui existe depuis décembre 2016. C'est ça, la spécialité officielle de la Roche-sur-Yon. Donc, représentant la tête de Napoléon, emblème de la Roche. Donc, je vais vous faire voir comment on fait. Oui, voilà, je mets un petit peu au pinceau. Là, je vais faire la petite cocarde. Alors ça, c'est toujours du chocolat, mais avec un arôme... Voilà, là, c'est un petit... du beurre de cacao avec un petit peu de rouge dedans. Ensuite, je vais passer du chocolat d'abord noir une première fois, de façon à aller jusque bien dans les parties un peu plus creuses comme le nez, le menton. Enfin, ça nécessite quand même beaucoup d'opérations manuelles. Ensuite, du coup, je vais faire ce qu'on appelle, nous, le premier moulage, en fait. Donc, je vais passer
Là, je vais remplir, voilà, le moule. De chocolat noir. De chocolat noir, toujours. Que vous aviez naturellement préparé. Qui est prêt, voilà, qui a la bonne température. Un peu le secret du chocolat, c'est la température, hein, 31 degrés pour le chocolat noir. Donc là, je tapote un petit peu pour faire remonter un petit peu toutes les bulles. Et je retourne. Ah oui. Hein, de façon à ce qu'il soit creux, parce que sinon le chocolat et le moule est plein. Et donc là, ensuite, voilà. D'accord. On a l'enrobage là en fait. On a le moulage, exactement. C'est la partie chocolatée, la partie craquante, la partie extérieure. Maintenant, je vais mettre le caramel au sel de Larmoutier, hein, évidemment. Pour rester local. Vendée oblige. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mon petit praliné croustillant. Alors un praliné, rappelez-nous ce que c'est. Un praliné, c'est un mélange de fruits secs, donc ça va être amandes, noisettes, en l'occurrence, ce sont des amandes, torréfiées et mélangées avec un caramel. Voilà. Et puis broyé évidemment. Hein. Maintenant, on va mettre ça au réfrigérateur, on va le faire durcir et ensuite on va pouvoir fermer pour obturer en fait. Et après, on pourra le goûter. On peut même le goûter maintenant. On peut même le goûter maintenant. Allez, j'y vais. Alors, c'est un succès, vous êtes content? Oui, il y a un bon... Oui, non, vraiment, les gens sont vraiment... On commence par le cou, la tête ou... Ah, là, faut... On y va, direct. Là, le chapeau. N'ayons pas peur. Donc, c'est un mélange de textures, en fait, il y a le croustillant de la coque en chocolat, un peu la douceur du caramel, ce côté un petit peu salé qui est sympa, et puis le praliné qui plaît à beaucoup de monde, qui est un peu un incontournable. C'est très bon. Le musée est ouvert toute l'année. Il y a des jours de fermeture, hein, comme le lundi par exemple, mais il est ouvert toute l'année. Alors merci beaucoup Patrick pour cette visite et puis cette découverte très intéressante du chocolat. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère à bientôt. Alors vous aussi, évidemment, si vous voulez en savoir plus sur l'aventure du chocolat, c'est ici. Vous pouvez la découvrir au musée du chocolat de La Roche-sur-Yon. J'espère qu'on se reverra bientôt, j'en suis sûr, pour un nouveau chemin de traverse. À bientôt.